Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Il s'est tenu cet après-midi au ministère de la Défense nationale la première réunion évaluative de l'état d'urgence instauré dans le Tibesti, le Sila et le Wadaï. Une réunion qui a regroupé 3 membres du gouvernement, les représentants de 3 confessions religieuses, les proches collaborateurs du chef de l'État, le CMGA, et plusieurs officiers généraux de l'armée. Amanizak Sanya. 3 mois après l'instauration de l'état d'urgence décrété dans la province de Sila, du Wadaï et du Tibesti, l'heure est venue pour les différents acteurs impliqués de se pencher sur ces retombées enregistrées, de relever les forces et les manquements de cette mesure gouvernementale. 3 membres du gouvernement, notamment le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, celui de la justice Jimmy Arabi, de la communication porte-parole du gouvernement Oumar Yaya Hissène, ainsi que du chef d'état-major particulier du président de la République Bichara Issa Djadala, de son conseiller à la sécurité Djidi Saleh Kedalaï et du chef d'état-major général des armées Tahir Erda Tahiro prennent part à cette rencontre dite rencontre évaluative de l'état d'urgence. Occasion pour le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité, Mohamed Abbali Salah, par ailleurs coordonnateur de cet état d'urgence, de souligner que cette rencontre permettra aux techniciens des différents départements concernés de faire la situation globale après 3 mois depuis l'instauration de l'état d'urgence. C'est pourquoi le ministre a invité chacun à une participation effective en vue d'élaborer dans un temps soit peu un rapport qui, informe Abbali Salah, permettra à l'Assemblée nationale et à l'opinion nationale d'apprécier les résultats obtenus dans l'exécution de l'état d'urgence. Dans un rapport présenté par l'état-major de l'armée, une mention spéciale a été prononcée à l'égard des éléments déployés sur le terrain qui ont fait un travail de qualité. 764 munitions de tout calibre, 1249 chargeurs de 10. Ce travail de récupération a été fait avec professionnalisme et tact, sans empiéter sur le droit des personnes. Opération qui a produit un résultat satisfaisant assorti d'une accalmie observée dans les provinces concernées. À cette rencontre, l'on note la présence remarquable des leaders des 3 confessions religieuses et de plusieurs officiers supérieurs et généraux de l'armée et de sécurité, ainsi que de quelques responsables des grandes formations militaires et ceux des institutions en charge de la sécurité. Dans son message, le ministre délégué à la présidence chargée de la défense nationale et de la sécurité, Mohamed Abbali Salah, a félicité les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité pour ramener le calme dans ces 3 provinces, avant de souligner qu'un rapport sera élaboré afin de permettre à l'opinion nationale et internationale d'avoir une idée précise sur cette mesure gouvernementale. Suite à des recrudescences de tensions entre communautés se sont faites sentir vers le début de l'année 2019 dans quelques provinces à l'est, puis a pris de l'ampleur dans l'autre partie du pays. Cet état des choses a interpellé l'attention de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, qui a séjourné à Béché à Gosbeyda où des instructions et orientations ont été données aux autorités militaires, administratives et traditionnelles, ainsi que coutumières et religieuses. Ceux-là aussi ont également mis à contribution dans le but de sensibiliser la population. Face à la gravité de la situation, le Conseil des ministres du 19 août 2019 a décidé de l'instauration de l'état d'urgence par décret 1162, prorogé pour une période de 4 mois par l'Assemblée nationale suivant la résolution 02/AN 2019 du 19 septembre 2019. Les autorités administratives et militaires ont mené intenses activités dans le but d'instaurer la paix et la tranquillité publique, dont je tiens ici à leur présenter toutes nos félicitations pour le travail abattu sur le terrain et les remercier vivement. Et aussi, comme nous avons souligné un peu plus haut, les responsables religieux ont joué aussi un rôle très important
nous profitons à cette occasion pour saluer. C'est dans cette perspective, après 3 mois de la mise en œuvre de cet état d'urgence, nous avons organisé cette rencontre qui nous permettra au moins, dans 2 jours, dont l'objectif est de nous asseoir autour d'une table pour procéder à une évaluation. Cette évaluation débouchera à l'élaboration d'un rapport général, dont des recommandations et suggestions seront faites pour permettre à l'Assemblée nationale, à l'opinion nationale d'apprécier les résultats obtenus dans l'exécution de l'état d'urgence. Une commission technique composée de l'état-major de l'armée, des grandes formations de défense et de sécurité, des cadres de l'administration territoriale a été mise en place pour faire ce travail qui sera présenté à cette rencontre, dont il sera élargi dans les jours à venir à d'autres départements, comme la justice, la communication, etc. Cette commission élaborera ensuite un rapport afin de faire ressortir les forces et les faiblesses de la mise en œuvre de l'état d'urgence, ainsi que des recommandations, comme nous avons dit, et des suggestions à l'appréciation de l'opinion nationale, internationale. À l'issue de cette réunion évaluative, les 3 membres du gouvernement ont convié la presse pour 2 échanges, une conférence de presse qui a permis aux journalistes de poser des questions d'éclaircissement sur l'état d'urgence. Amanisa Kazina. En face des journalistes de la presse locale et étrangère, les 3 membres du gouvernement présents à cette rencontre évaluative ont eu des mots justes pour répondre aux différentes préoccupations. Le premier à répondre aux questions des hommes des médias est le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général des corps d'armée Mohamed Abbali Salah, par ailleurs coordonnateur de l'état d'urgence. Pendant cette période de l'état d'urgence, et ce que nous pouvons vous dire, c'est les résultats. Il y a un nombre très important des armes récupérées. Nous pensons que c'est positif. Et depuis que l'état d'urgence a été décrété, que les conflits que nous recensons dans nos différentes provinces concernées par l'état d'urgence, en fait, ce conflit intercommunautaire a baissé. Et aussi, il faut souligner que cet état d'urgence a permis d'insérer l'autorité de l'État, c'est-à-dire régulariser beaucoup par exemple, des véhicules qui qui sont pas en règle et d'autres. Nous, en tant que gouvernement, nous faisons toutes ces actions, c'est pour la population. On est contre si la population, ça dit, n'est pas bien traitée. Mais malheureusement, en fait, que nous n'avons pas constaté de quelque chose de grave depuis qu'on a fait le tour dans ces cadres. Comme l'état d'urgence a permis aux forces de défense et de sécurité de récupérer près de 10 000 armes de guerre, quel est le sort qui a été réservé aux détenteurs illégaux de ces armes? Se sont interrogés les journalistes. La réponse du chef du département en charge de la justice, Jimmy Arabi, ne s'est pas faite attendre. Au niveau de la justice, on n'a pas encore... C'était la veille de cette date d'aujourd'hui que les forces du mouvement patriotique du salut dirigées à l'époque par le colonel Idriss Déby ont chassé le régime de l'ex-président Hissène Habré qui a dirigé le pays d'une main de fer. C'était aussi la fin de la dictature et la naissance de la liberté et de la démocratie au Tchad. Bien le tour sur la rentrée triomphale des forces du MPS en Djamena signé Amadé Abbas. Les Tchadiens se souviennent encore de cet homme et de la gestion de son régime. Pour la nouvelle génération qui ignorait le pouvoir d'Hissène Habré, elle a fini par savoir que celui-ci a dirigé le Tchad d'une main de fer de 1982 à 1990. Sous son régime, le Tchad a été considéré comme un État néant, pour ne pas dire un État inexistant. Ceux qui ont tenté de dénoncer sa manière de gérer le pays ont été déclarés ennemis de la nation ou tout simplement des mercenaires à la solde de l'extérieur. L'essor qui leur a été réservé est à l'image de ces rescapés en lutte contre la mort dans les cellules de la DSS. L'opposition politique et les groupes ethniques qui ont été victimes d'une sévère répression qui a fait des milliers de morts. Ces actes criminels sans précédent a amené un groupe de compatriotes à décider de restituer la liberté, cette souveraineté arrachée au peuple tchadien par Hissène Habré.
Première tentative, c'était le 1er avril 1989. Il est question d'arrêter Hissène Habré alors qu'il suivait un match de football au stade de la Concorde, devenu plus tard Idriss Mohamed Ouya. Le coup d'État n'étant pas réussi, le colonel Déby et ses camarades ont regagné l'est du Tchad, d'où ils ont fondé le mouvement patriotique du Salut. Quelques mois plus tard, les troupes du MPS remportent des victoires sur les forces de Hissène Habré et progressent lentement mais sûrement vers la capitale. Fin novembre 1990, les taux se resserrent autour de Hissène Habré qui quitte précipitamment le pays le 1er décembre 1990. Les hommes du colonel Déby marchent sur la capitale N'Djamena par la voie principale de Goudji. Le nouvel homme fort du pays suspend la constitution, dissout l'Assemblée nationale et devient président du Conseil d'État. Ainsi, le régime Hissène Habré s'est effondré et le colonel Déby dévoile son cadeau amené au peuple tchadien. Le plaisir est immense pour tous les combattants des forces patriotiques d'avoir contribué à l'éclosion du cadeau le plus cher que vous espériez. Ce cadeau n'est ni or ni argent, c'est la liberté. Celle du 1er décembre 1990. Il n'y a plus d'efforts de guerre, il n'y a plus de prisons politiques. Les Tchadiens dans leur ensemble jubilent. Dans les rues, c'est la liesse populaire qui accueille la rentrée triomphale de ce libérateur. La chute d'Hissène Habré est officielle et le peuple tchadien aspire pour la première fois le vent de la démocratie et de la liberté consentis par ces hommes au prix de lourds sacrifices. Dans le cadre de la journée de la liberté et de la démocratie, notamment sur les réalisations du chef de l'État Idriss Déby, Apolline Gani nous parle ce soir du domaine de la communication. Le domaine de la communication est aujourd'hui au centre des préoccupations du chef de l'État. Il joue un rôle non négligeable en termes de contribution à l'information et à la visibilité des actions du gouvernement. Dans cette perspective d'évolution, le gouvernement a choisi de rendre plus visibles ses actions, de créer un cadre qui puisse permettre de réfléchir librement et de booster de manière significative ces secteurs. C'est pourquoi des progrès remarquables ont été réalisés dans l'optique de permettre au Tchad d'informer et d'être informé au plus petits détails. En dépit de situations économiques extrêmement difficiles. Donc s'il y a aujourd'hui un secteur qui ne se plaint pas beaucoup, c'est le secteur de la presse et surtout de la presse publique. Malgré tous les problèmes qu'on a sur le plan économique, le président a toujours accordé une attention particulière à la presse publique et à la presse privée de manière générale. Donc je ne vous apprends pas, vous savez, le traitement des salaires au niveau de la presse publique. Vous savez que le président a mis beaucoup de moyens au niveau. Il ne s'est jamais arrivé un seul instant où un organe s'est arrêté. Donc nous avons des matériels chaque jour et des matériels qui sont renouvelés chaque fois que des besoins. Et donc à ce niveau, je crois qu'on n'a pas à se plaindre. Je vous prends juste l'exemple du siège de l'ONAMA qui aujourd'hui engloutit des milliards. Et avec des équipements ultra modernes, qui est une référence en Afrique. Il n'y a pas un seul ailleurs qu'au Tchad. Donc je crois qu'à ce niveau, il faut saluer les efforts du gouvernement. Le président de la République n'a pas seulement travaillé dans le sens de valoriser ou de faire la promotion de la presse publique, même la presse privée. Le 3 mai 2019, nous avons organisé avec les organisations fêtières la journée mondiale de la liberté de la presse. Et donc il y avait un souci, jamais depuis qu'on organisait la journée mondiale de la liberté de la presse, on n'a pas eu un effort, un appui conséquent de la part du gouvernement. Tout s'est géré au niveau des organisations fêtières. Cette année, nous avons eu la présence d'esprit de dire quand même que c'est une journée mondiale, il faut la mettre sous la responsabilité, sous le sceau du gouvernement, puisque c'est la journée mondiale. Donc c'est comme ça qu'on avait introduit une fiche au chef de l'État qui n'a pas hésité un seul instant à mettre 50 millions de francs CFA pour l'organisation de cette journée. À l'ère du numérique, l'espace médiatique s'adapte progressivement aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tous ces efforts ont permis d'enregistrer une croissance dans le secteur de la communication et de l'information. Le ministre, dès
qu'il a été nommé, il a même dit qu'il va faire un plus. Lui, il ne va pas rester seulement dans le public, il veut être dans le privé également, et que lui, c'est tous les journalistes, tous les communicateurs sans exception, et qu'il a un projet dans ce sens. Nous apprécions ce qu'il a dit et nous attendons de voir comment. Ce n'est pas encore réalisé, comme c'est un processus. Nous attendons que le ministère essaye de voir de ce côté, surtout pour la formation des journalistes. À des cadres et des formateurs de l'étranger, mais avec l'appui de nos partenaires et le gouvernement, nous avons pu mettre en place une équipe de formateurs qui sont 12 maintenant dans le domaine de l'audiovisuel et la presse écrite. Donc c'est ça le lieu de formation. Pour la maison de médias, c'est aussi un lieu d'information. Aujourd'hui, le contact est devenu très facile entre le journaliste et le partenaire, le journaliste avec la société civile, le journaliste avec les partis politiques. Donc chacun vient et échange avec les journalistes qui sont sur place. Donc le lieu d'échange est parfait et le lieu de formation aussi on a pu le mettre en place. Le ministère de la Communication est chargé de la coordination, de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de la communication et de la visibilité de sa politique. Cette mission est assurée par les entités placées sous sa tutelle et qui ont tous, dans une logique de synergie, contribué à la réalisation de nombreuses actions. Bien, le ministère, nous n'avons pas tellement de difficultés. Nous nous entendons bien. Même si ce n'est pas officiellement entre l'Union des radios privées du Tchad et dans des rencontres et autres, nous nous entendons bien. Donc avec le ministère, il n'y a pas tellement de difficultés. En matière de collaboration avec le ministère de la Communication, il faut souligner le degré de collaboration avec les institutions de la République, à commencer par la présidence de la République. Au passage, je voudrais remercier infiniment son Excellence le Président de la République, Idriss Déby Itno, qui a pris en charge jusqu'à nos jours le fonctionnement et le loyer de la maison de médias. Au-delà de leur rôle d'informer, les médias méritent que des réflexions prospectives puissent être élaborées en vue de leur plus grande expansion. Le Tchad dans son ensemble doit tirer profit des opportunités qu'offre le secteur de la communication qui constitue aujourd'hui un véritable vecteur de développement. Il revient au personnel de relever les défis des investissements en faveur du domaine de la communication accordés par le gouvernement afin de répondre aux aspirations des téléspectateurs. À présent, le programme de la cérémonie marquant le 29e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie, cérémonie de prise d'armes à la place de la Nation dimanche 1er décembre 2019, 6 heures mise en place terminée, 7 heures arrivée des corps, différents corps militaires et paramilitaires, 8 heures inspection des troupes par leur commandement suivi de la cérémonie aux couleurs, 8h30 arrivée des invités et des corps constitués dans l'ordre ci-après. Le président du Parlement des enfants, l'Alliance des églises de la Pentecôte au Tchad, le secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, l'archevêque de N'Djamena, mission catholique, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, les bureaux des anciens combattants des armées françaises et tchadiennes au Tchad, le président de l'ordre des comptables, le président de l'ordre des techniciens de la santé, le président de l'ordre des huissiers, le président de l'ordre des architectes, le président de l'ordre des noteurs, le président de l'ordre de médecins vétérinaires, le président de l'ordre de pharmaciens, le président de l'ordre de médecins, le bâtonnier des avocats du Tchad. Les présidents ou secrétaires généraux de centrales syndicales du Tchad, les directeurs généraux de sociétés d'État et para-étatiques, les présidents des conseils d'administration, le président du patronat tchadien, le président de la Chambre du commerce, d'agriculture, d'industrie, de l'artisanat du Tchad, les maires des arrondissements, les délégués des arrondissements de N'Djamena, le sultan de N'Djamena, le maire de la ville de N'Djamena, le délégué général du gouvernement près la ville de N'Djamena, les officiers généraux et supérieurs de l'ANT, les directeurs généraux de ministères, les ambassadeurs du Tchad,
les présidents et secrétaires généraux de partis politiques, le bureau politique national du MPS, les membres de la AMA, les membres du Conseil économique, social et culturel, les membres du Haut Conseil des collectivités autonomes et chefferies traditionnelles, les membres de la Cour suprême, le point focal du MAEP, les membres du cabinet de la présidence de la République, les députés, les chefs de mission diplomatiques et des organisations internationales, les membres du gouvernement. 9h, arrivée de présidents des grandes institutions dans l'ordre ci-après. Le président de la AMA, le président du Conseil économique, social et culturel, le président du HCACT, le président de la Cour suprême. 9h25, arrivée des anciens premiers ministres, à 9h30, arrivée du président de l'Assemblée nationale, 9h35, arrivée de la première dame, 9h45, arrivée du chef d'état-major général des armées, arrivée de son excellence le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, 10h, début de la cérémonie, dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, défilé pédestre uniquement, 11h, fin de la cérémonie. À la signature, le directeur général du protocole de la présidence, ambassadeur Alamaï Halima. Pour faire la situation économique dans la sous-région et au Tchad, le ministre des Finances et du Budgétaire, Ahmed Segeline, a présidé successivement ce 30 novembre 2 réunions à la Banque des États de l'Afrique centrale. La première est celle du Comité monétaire et financier national du Tchad et la seconde du Conseil national du crédit du Tchad. Le point avec Falam Bisoulka. La réunion du Comité monétaire et financier national a pris connaissance de la situation macroéconomique au niveau mondial et dans la sous-région. Il s'agit à travers cette rencontre de faire un tour d'horizon sur l'évolution de l'économie. Et ceci au troisième trimestre de l'année 2019 et les perspectives pour la fin de l'année en cours. Sur le plan national, la conjoncture économique due à la chute vertigineuse des matières premières sur le marché international a été examinée au cours de cette rencontre. Quant à l'évolution du système bancaire tchadien, le bilan a progressé entre fin août 2018 et fin août 2019, soit un pourcentage de 12,1%. S'agissant de la deuxième réunion, qui porte sur le Conseil national crédit, l'accent a été mis sur les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. C'est ce qui a conduit à une révision à la baisse des perspectives économiques mondiales par le Fonds monétaire international. Dans la zone CEMAC, le taux de croissance est d'un pourcentage de 2,7% en 2019 contre 1,8% en 2018. Au plan national, le troisième trimestre 2019 et les perspectives macroéconomiques restent globalement positives. Le Conseil a aussi pris bonne note de nos perspectives en termes de croissance de notre économie pour l'année prochaine et également en termes d'amélioration de nos agrégats extérieurs et de nos réserves extérieures. C'est des sujets de ce genre et globalement tout se passe bien et nous avons des perspectives qui sont plutôt acceptables, raisonnables. Après 2 années de difficultés, on commence à s'améliorer. Le taux de créance en souffrance a baissé. Par rapport, même s'il est encore assez important, mais il a baissé par rapport à l'année dernière. Donc c'est une situation plutôt qui s'améliore, même si ici et là, il faut encore s'améliorer davantage. Ces deux différentes réunions, notamment la réunion du Comité monétaire et financier national et celle du Conseil national des crédits, s'inscrivent dans le cadre de la 5e revue du programme soutenu par la facilité élargie des crédits, d'où la mission du Fonds monétaire international à séjourner du 24 octobre au 5 novembre dernier. Prélude à la journée mondiale de lutte contre le sida édition 2019 qui sera célébrée demain 1er décembre, placée sous le thème « Les communautés font la différence », le ministre de la Santé publique Mahmoud Youssouf Khayal a fait une déclaration que je vous invite à suivre à un extrait. La journée mondiale de lutte contre le sida, il faut le souligner, est une occasion importante pour les parties prenantes de reconnaître leur rôle essentiel que les communautés ont joué et continuent de jouer dans la riposte au VIH au niveau international, national et local. Les communautés, il faut les souligner, contribuent à la riposte au VIH de différentes manières. Leur leadership et leur plaidoyer garantissent que la réponse reste pertinente et fondée, gardant les gens au centre et ne laissant personne derrière.
Le contexte de la célébration, l'engouement suscité par sa préparation présente le caractère d'un événement qui sera indéniablement réussi. Pendant une semaine, les acteurs nationaux, les organisations de la société civile, les partenaires techniques sous la supervision du secrétariat exécutif national du Conseil national de lutte contre le sida et de l'ONU-SIDA vont se donner pour apporter un éclairage utile à nos communautés pour leur contribution à l'atteinte des objectifs 90-90-90. J'ai noté que celle-ci se tient dans un contexte national marqué par le fléchissement des stratégies de prévention dues aux difficultés financières qui a connu le pays et par la prise en compte des aspects préventifs du VIH sur le financement du Fonds mondial de lutte contre le sida. Parlons santé toujours. Le président de la Ligue tchadienne contre le cancer, Dr Manikassé Palouma, a fait un point de presse ce matin, un point de presse relatif à la commémoration du Novembre bleu. C'est un mois dédié à des manifestations préventives contre le cancer masculin en général et la prostate en particulier. À cet effet, Dr Manikassé Palouma situe la population sur les signes de prostate et les exhorte à se faire dépister. Suivez. La Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, à l'instar de la communauté internationale, se doit d'attirer l'attention de la population sur certains facteurs de risque et surtout inciter à un dépistage précoce par un examen simple et à la portée de tous, appelé le PSA. Ceci permettra à la meilleure prise en charge des victimes. Certains facteurs de risque environnementaux tels que le régime riche en graisses saturées, les infections, les pesticides, les intoxications aux métaux lourds, le tabagisme, l'obésité, la sédentarité, pour ne citer que ceux-là, pourront être évitables. Il convient de vous énumérer quelques signes cliniques du cancer de la prostate, à savoir le besoin d'uriner souvent et surtout la nuit, le besoin soudain d'uriner, la difficulté de commencer à uriner et souvent un effort, parfois une présence du sang. Les jets d'urine faible ou lent, l'incapacité de vider la vessie complètement et surtout la sensation de brûlure. Parfois, il y a une éjaculation, tout ça, ça doit attirer votre attention. Ça peut être les signes de cancer de la prostate. Hier soir à l'hôpital de la Renaissance des journées de radiologie, une initiative de l'hôpital de la Renaissance qui vise à informer et sensibiliser le corps médical des 10 hôpitaux de la capitale et étudiants sur l'imagerie et la mammographie. Pour offrir aux malades des soins de qualité, le personnel médical des 10 communes de la ville de N'Djamena et les étudiants de la faculté de médecine sont formés en vue d'une maîtrise parfaite de la radiologie. 5 jours sont consacrés à cet exercice d'importance capitale. Une initiative de l'hôpital de la Renaissance qui vise à informer et sensibiliser le corps soignant sur l'imagerie de résonance magnétique et la mammographie. Ça a été un rappel, on a beaucoup eu ce qu'on a oublié durant la pratique, on a beaucoup échangé et surtout les techniciens en imagerie et tous ceux qui sont dans le domaine qui étaient là, c'était vraiment fructueux. Ça nous a permis de comprendre l'importance d'une humilité scientifique, une humilité intellectuelle qui nous a permis, qui permet de comprendre l'importance de chaque domaine dans le corps médical. Le directeur général de l'hôpital de la Renaissance souligne pour sa part la détermination de sa structure dans ce sens. Nous voulons que, je sais aussi que les médecins travaillent entre eux, mais il faut que tous les services de tous les grands hôpitaux, de toutes les institutions de santé apprennent à travailler ensemble, à se connaître, à se parler. L'assistance a saisi cette occasion pour visiter le centre d'imagerie par résonance magnétique. Ce centre dispose d'équipements performants de haute technologie permettant de réaliser des diagnostics. Cet établissement sanitaire est doté d'un plateau technique dont la vocation est de prendre en charge des différentes pathologies.
Le syndicat de magistrats de Tchad a organisé une journée de réflexion et d'échange sur le thème la déontologie du magistrat et la corruption en milieu judiciaire à l'École nationale d'administration ENA. Occasion pour les membres du syndicat de passer au point franc leur comportement et surtout les mots qui gangrènent le bon fonctionnement de la justice au Tchad. Le point avec Katnou Batiofi. La déontologie du magistrat et la corruption en milieu judiciaire, un thème aussi pertinent pour les magistrats tchadiens qui font l'objet de critiques acerbes depuis près d'une décennie. Vecteur de paix, plié de l'état de droit, la justice semble loin de jouer ce rôle au Tchad auprès des justiciables qui ne croient plus en cette décision. Fort de ce constat, le syndicat des magistrats du Tchad juge nécessaire d'organiser cette journée de réflexion et d'échange afin de diagnostiquer le comportement de ses membres. La justice est un besoin de tous et de chaque instant. L'assentiment de paix, de stabilité et de développement ne peut être obtenu que sur la base de la justice dont le but est d'assurer l'égalité entre les hommes dans la jouissance de la liberté et dans la jouissance des fruits de la coopération sociale. Elle doit donner à chacun ce qui lui est dû. C'est l'État qui assure l'exercice du droit à travers le juge. Il est le garant de l'ordre dans le respect des libertés des citoyens. Les conférenciers qui ont passé au crible de la raison le comportement indigne de la police judiciaire, des et des juges, des tribunaux, en passant par les états généraux de la justice, les efforts des plus hautes autorités pour le bon fonctionnement de la justice au Tchad. Un atelier sur la lutte contre le discours radical et la propagande terroriste est organisé ce matin au profit des journalistes des 11 pays d'Afrique par l'unité de fusion et liaison de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. L'échange a lieu pour sensibiliser les journalistes dans le but de lutter contre le terrorisme par leur preuve. Marie Massanissi. Les journalistes et communicateurs de la zone sahélo-saharienne sont à l'école du savoir en N'Djamena. 2 jours durant, ils seront outillés sur les stratégies de communication sur la lutte contre le discours radical et la propagande terroriste dans cette zone touchée par le terrorisme. La tenue d'une telle rencontre à N'Djamena, qui regroupe des journalistes, des spécialistes des questions sécuritaires d'une dizaine de pays de la région sahélo-saharienne, est un encouragement aux efforts et à la lutte implacable que mène le Tchad dans le cadre de la prévention et l'extrémisme violent du terrorisme et le crime organisé. C'est pour la première fois que l'UFL tient une rencontre régionale regroupant les communicateurs et journalistes des pays membres en vue d'élaborer une stratégie commune face à l'accès du mal. À l'instar d'autres pays touchés par des attaques des groupes terroristes, le Tchad également par le terminé siècle, prévoyance de la République du Tchad est engagée depuis plusieurs années à mener une lutte sans merci contre la secte Boko Haram qui ne cesse de tuer les paisibles citoyens sur la rive du lac Tchad. Au cours de ces travaux, les participants passeront au peigne fin les différents thèmes retenus par l'unité de fusion et de liaison. La Fondation Kanker a lancé ce matin à Mondou, chef-lieu du Logone occidental, la caravane médicale ophtalmologique. C'est le gouverneur de la dite province qui a procédé à la cérémonie de lancement. Ahmed Ali Senahat. Fidèle à ses nobles objectifs, la Fondation Grand Cœur continue à poser des actes hautement humanitaires en faveur de la province du Logone occidental. Le maire premier adjoint de la ville de Mondou, Nedion Dingambay, a salué l'acte de la Fondation Grand Cœur. L'objectif de cette caravane est d'opérer 500 malades de cataracte en une semaine, informe Issa Mahadi, représentant de la première dame Hinde Déby Itno. Aujourd'hui, nous voilà une 4e caravane ophtalmologique. Parce que la présidente nous a dit, je cite, repartir chez mes parents du Logone occidental. Je sais qu'il reste encore d'autres qui souffrent de la cataracte, débarrasser-les de cette maladie handicapante. Fin de citation. Nous demandons à tous ceux qui souffrent de problèmes de vue, de saisir cette occasion pour se faire consulter, car des collyres et des paires de lunettes seront également distribués.
Le représentant de l'organisation HFI pour le développement, l'enseignement et les travaux de bienfaisance, partenaire de la Fondation Grand Cœur, An-Nour Al-Khali, a apprécié les efforts du chef de l'État Idriss Déby Itno, mais aussi salué les actions de la Première Dame et toutes les ONG pour assurer une meilleure santé à la population tchadienne. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, après avoir rappelé les différents actes salutaires posés par la Fondation Grand Cœur dans plusieurs domaines, a tenu à exprimer au nom de toute sa population sa profonde gratitude à la Première Dame Hinde Déby Itno. En vos noms, j'adresse tout notre soutien à la Première Dame pour toutes les actions sociales hautement actives qui viennent renforcer justement les efforts du gouvernement que dirige le président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, tant sur le plan de la santé que de l'économie de notre pays. Le gouverneur Dogo Yacoub a invité les patients et patientes à bien se comporter afin de permettre à l'équipe médicale de la caravane de mieux les consulter et les soigner dans l'ordre et la discipline. Le gouverneur Dogo Yacoub et sa suite ont visité le bloc opératoire pour encourager l'équipe médicale. Le nouveau préfet du département de Wadirimi, Al-Khali Adoum Kori, a pris officiellement service. Il a été installé ce matin à Djida dans ses nouvelles fonctions par le gouverneur du Bata, Ali Aloumoutoullahi. Les habitants de Djida, chef-lieu du département de Wadirimi, tiennent à travers cette mobilisation à souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à leur nouveau préfet. C'est Al-Khali Adoum Kori, deuxième préfet dans l'histoire de ce jeune département, nommé au terme du décret 1763 du 31 octobre 2019. Il succède à Yassir Bichara Saleh qui a passé 3 mois aux commandes. Le département de Wadirimi a été créé selon les explications de son secrétaire général Nerondo Nahari qui représentait le préfet sortant par l'ordonnance numéro 038 portant création des unités administratives et des collectivités autonomes du 10 août 2018. Il est composé de 6 communes après avoir remis l'étendard au préfet entrant. Le gouverneur Aliou Adoum Abdoulaye lui a recommandé de cultiver l'amour et la bonne cohabitation avant de lui présenter la longue liste des qui l'attendent. Seul, je ne peux rien faire, mais ensemble, nous pouvons relever les défis. Ce sont là les mots du préfet entrant. Vetter a souligné qu'il a été observé une minute de silence en mémoire de Soumaïn Al-Lamine, chef du canton Diatene, décédé il y a quelques jours. Les organes de base du MPS dans la province du Mandou entreprennent leur première activité de sensibilisation à Koumra. Le point avec Djitangue Félix. Le conseil départemental du mouvement patriotique du salut du Mandou oriental et celui de la commune de Koumra installé le 30 septembre 2019 sont à leur première activité de sensibilisation de masse. C'était en présence du secrétaire général du conseil provincial du mouvement patriotique du salut, Mogna Djimontan, et les membres des différents conseils et organes de base, les militants des partis alliés. Il s'agit à travers cette soirée récréative publique de redynamiser les structures de base et regarder les militants pour les futures élections législatives et communales. Le chargé provincial à la mobilisation et sensibilisation Adaba Ngariano, le secrétaire exécutif du département de Mandou oriental Montangé Miangarko et celui de la commune de la ville de Koumra Modjingue Oudumbi ont dans leurs interventions appelé les militants du mouvement patriotique du salut et des partis alliés à plus d'ardeur, de rhétorique, de sagesse pour une obligation de résultat aux futures élections législatives et communales. Aussi, de resserrer le rond dans un esprit fondamentalement patriotique derrière le président fondateur du parti MPS, Idriss Déby Itno. L'association pour la solidarité et le développement entre en scène dans le monde de la société civile. C'est le directeur général technique du ministère de la Femme qui a lancé les activités de la dite association. Al-Ibrahim Suleiman. Lutter contre la pauvreté en milieu rural, soutenir la promotion de l'éducation des enfants et faciliter l'accessibilité à la formation de base. Telles sont, entre autres, les principales missions assignées à l'Association pour la solidarité et le développement, ASODEF. La SODEF se donne pour mission d'œuvrer pour le développement durable, économique et social en zone rurale. À cet effet, nous comptons sensibiliser les personnes vulnérables à travers des formations pour l'éradication de la pauvreté dans les zones rurales. Ceci est notre souhait
D'où notre intime conviction que l'ASODEF ne doit pas être une association de plus, mais une association qui apportera un plus. Le directeur général technique de l'action sociale et de la solidarité nationale soutient que la société civile joue un rôle majeur dans l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. La SODEF entend ainsi appuyer les initiatives locales, valoriser les compétences de base et bâtir une société laborieuse. La campagne de sensibilisation sur la cohabitation pacifique en milieu scolaire dans la commune du 8e arrondissement a pris fin, initiative de l'association de jeunes Tchadiens unis pour la paix et le développement. Ousmane Idriss Dako. Durant un mois, différents établissements scolaires de la capitale ont été sillonnés par l'association de jeunes Tchadiens unis pour la paix et le développement. Les messages ont porté sur la paix et la cohabitation pacifique. Nous avons visé les établissements scolaires pour attendre la masse et que les élèves puissent changer de mentalité et cultiver l'amour de la paix pour l'intérêt de notre pays, le Tchad. Le proviseur du lycée d'Igal littéraire encourage cette initiative qui concourt au bien-être de la société. Depuis sa création en septembre 2017, l'association de jeunes unis pour la paix et le développement œuvre en faveur d'une société pacifique pour un développement harmonieux. Dans le cadre du projet plaidoyer pour la scolarisation des filles et promouvoir leurs droits, l'organisation de la Renaissance en collaboration avec Monotic Center Committee section Tchad organise depuis ce matin une session de formation à l'intention de jeunes filles. Le point avec Haram Abdelkader Adam. Aider les jeunes filles à finaliser leurs études, tel est l'objectif que s'est fixé l'organisation de la Renaissance féminine à travers cette formation. Il s'agit également de promouvoir le leadership féminin et de renforcer les capacités de l'agente féminine. L'ambition de l'association est dévoilée davantage par la présidente du comité d'organisation. En effet, la Renaissance féminine est une ONG d'utilité publique qui a pour objectif d'œuvrer pour élever le niveau d'éducation féminine, lutter pour la réduction des violences faites aux femmes et promouvoir la diversité et la lutte contre toute forme de discrimination. C'est dans cette optique que l'ERF organise en collaboration avec le MCC cette cérémonie de lancement du projet plaidoyer pour la scolarisation des filles et promouvoir leurs droits. La vice-présidente de l'association, Hassani Azine El-Abdine, ces projets prennent en compte de nombreuses questions telles que la lutte contre la violence sous toute forme, le mariage précoce et la discrimination sociale. La Voix de la femme poursuit sa campagne de 16 jours d'activisme. Ce matin, elle a organisé une conférence de débat avec les étudiants de l'université Émile Koussi sous le thème « Les étudiants face au viol ». Christelle Garlandana. Violences dans les institutions d'éducation et de formation sont devenues un phénomène préoccupant. C'est pour éradiquer ce mal qu'une conférence débat placée sous le thème « Les étudiants face au viol » est organisée par l'ONG Voix de la femme à l'endroit de l'université. C'est pour échanger, sensibiliser et briser à jamais le mur du silence. 52% de la population est constituée de femmes, vous le savez. Et les violences basées sur les genres sont une violation des droits de l'homme. Madame Apolline a mentionné la Déclaration universelle des droits de l'homme. Avec ça, c'est un vrai problème, un défi des droits de l'homme. Alors les chiffres sont quand même inquiétants. Au Tchad, une femme sur 5 est victime de violences physiques chaque année. Le phénomène des violences déborde les frontières et ne se limite plus seulement qu'aux pays développés. Les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes sont une bonne occasion pour tous de s'engager résolument dans une dynamique d'action contre les violences à travers une prise de conscience effective. L'association de la société civile dénommée Action de jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad souffle sur sa première bougie. Cette association a pour objectif de renforcer l'harmonie et la cohésion sociale en milieu jeune. À l'occasion de la cérémonie anniversaire, le président Mohamed Al-Mahdi a fait un point de presse que je vous invite à suivre un extrait. C'est pour notre jeune organisation de la société civile qui est dénommée l'Action des jeunes pour la paix
le développement et l'émergence du Tchad, qui est en abrégé l'AGIPTED, qui se fixe pour objectifs principaux de renforcer et promouvoir la cohésion entre les jeunes tchadiens. Œuvrer pour la consolidation de la paix chèrement acquise et le développement socio-économique. Sensibiliser à la culture de la tolérance dans notre pays. Cette célébration coïncide avec la commémoration du 29e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Cette date qui fait la fierté de tous les peuples tchadiens et en particulier la jeunesse tchadienne. Grâce à son Excellence Idriss Déby Itno et ses compagnons de lutte qui se sont sacrifiés au prix de leur vie pour offrir au peuple tchadien la liberté et la démocratie. Les fidèles musulmans du Tchad commémorent la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Le complexe Zawiya fondé en 1950 par Feu Cheikh Saleh Nour. L'objectif de ce complexe est la formation de prédicateurs et mémorisateurs du Saint-Coran. Nous allons Baïtaroumati. حبيبي رسول الله وهو المتيم الحمد لله حبيبي رسول الله وهو المتيم الحمد لله. Fidèles musulmans ont pris d'assaut le complexe Zawiya du Feu Cheikh Saleh Nour. Ils ont mis à profit ce local pour adresser des belles louanges à l'occasion de la naissance du prophète Mahomet. الماس بالغرب طائرا لا إله إلا الله إليه بشوق قد دهاني مدنفا لا إله إلا الله. Pour cette année, le thème choisi, vous aviez en le messager d'Allah un bel exemple pour quiconque aspire à Allah au dernier jour et salmodie beaucoup le nom de Allah. Félicitations. الله لا إله إلا الله 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 جل فكري بمعالي أحمد الجام من نوالي إنه هكا نجي ورفيقي في مجالي. La Zawiya est fondée en 1950 par le feu Cheikh Saleh Nour. Elle a pour mission la formation des différents prédicateurs et mémorisateurs du Saint-Coran, souligne le fils du feu Cheikh Saleh Nour, calife Cheikh El-Bessir Saleh Nour. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Abdeldaïm Abdallah, salue cette initiative et appelle les fidèles musulmans à être des imitateurs du prophète dans le principe de la tolérance, une valeur importante et capitale pour les musulmans. Complexe Zawiya est un chantier à ciel ouvert basé sur les différentes structures socio-économiques et de logistique. الماس بالغرب طائرا لا إله إلا الله إليه بشوق قد. Puis cette information bref et image, la famille des artistes tchadiens est en deuil. L'artiste musicien Youssouf Hamid est décédé hier, 29 novembre, de suite de maladie. Président de l'orchestre Atadamoun, vice-coordinateur de la coordination nationale des artistes tchadiens CONAT, ex-conseiller au HCC. Il fait également le président du club des artistes tchadiens. Youssouf Hamid a représenté le Tchad à plusieurs festivals musicaux et remporta de prix. Il a été inhumé ce matin au cimetière de la Madji. Personne.
Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Mme Madeleine Alingué, et tout son staff ont la profonde douleur d'annoncer le décès de M. Youssouf Hamiton, vice-coordinateur de la coordination nationale des artistes tchadiens CONAT, ex-conseiller au conseil de la communication HCC, ex-président du club des artistes tchadiens, président de l'orchestre Tadamoun, décès survenu le 29 novembre 2019 de suite de maladie. Le ministre et son staff adressent leurs condoléances les plus émues à toute sa famille, aux artistes et à la CONAT. Paix à son âme. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à très bientôt, Inch'Allah.